Je suis née à Bruxelles, dans une famille qui est au milieu d'un beau jardin, dans une belle maison, mais dans des circonstances un peu spéciales, parce que mon père biologique avait été tué dans la résistance avant ma naissance, et que quand j'ai eu 2 ans et demi, maman a épousé son frère. Et puis ça m'a donné 2 frères et 2 sœurs. Nous sommes une fratrie très unie, où on ne considère pas du tout qu'il y ait une différence de père ou quoi que ce soit. J'ai donc reçu une éducation extrêmement classique, contre laquelle je me suis rebellée assez vite. Je me suis aussi rebellée très vite contre la religion chrétienne, la religion catholique, parce que le dogme est quelque chose que je n'acceptais pas. Et puis, je voulais faire des études de médecine, mais en découvrant ce que la médecine était devenue, pourtant, il y a longtemps, la médecine était très spécialisée, etc., ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Et donc, je suis devenue pilote d'avion. En fait, je ne pensais pas devenir pilote, mais j'ai fait un premier vol avec un homme, Bruno Bagnot, qui est devenu un de mes tout grands amis et fidèles amis. Et ce premier vol, par un jour de grand beau temps, dans les montagnes valaisannes et tout, a été un éblouissement complet. Et quand je suis sortie de l'avion, pour moi, que c'était clair, c'était ma voie. Alors, j'ai commencé très classiquement, donc j'ai volé sur des petits monomoteurs, puis sur des bimoteurs, et puis surtout, ma carrière a été interrompue, parce que je me suis mariée une première fois. Les mariages ont toujours été des catastrophes, le premier n'a pas fait exception. J'ai eu un enfant, et donc j'ai tout arrêté, parce que j'avais toujours considéré que quand j'aurais des enfants, je leur consacrerais entièrement au moins 3 ans. Mais bon, mon premier fils, mon divorce a été sordide, et on m'en a retiré la garde dans des circonstances absolument épouvantables. Et donc, il avait 2 ans, et à ce moment-là, ça a été très, très mal pour moi. Je suis retombée sur mes pieds grâce à l'aviation et en recommençant à voler. Et là, j'ai volé comme copilote sur des petits jets qui étaient très connus à l'époque. C'était les premiers jets d'affaires qui étaient les Learjet. Et puis, j'ai eu la très mauvaise idée de me remarier une 2e fois. Et cette fois-ci, je suis tombée sur un homme qui était extrêmement séduisant, etc., mais qui faisait constamment des mauvaises affaires, qui n'était pas très droit dans ses bottes. Et j'ai toujours tout payé pour lui, et donc au bout d'un certain temps, j'ai découvert qu'il était pratiquement bigame, il vivait avec une autre femme dans son pays d'origine, le Danemark, et puis moi j'avais plus un sou, à force de payer j'avais plus rien. Donc ça a été un moment terrible de ma vie, parce qu'on s'est séparés. Moi j'ai fait une véritable dépression après ce divorce, et c'est de nouveau grâce à l'aviation que je m'en suis sortie. Pour moi, ça a été une passion plus puissante. J'étais, je le dis dans le livre que j'ai écrit, j'étais vraiment une droguée de la passion. Mais pour moi, la passion la plus puissante de toutes a été l'aviation. Ça a été plus fort que les hommes, plus fort que tout. J'ai arrêté de voler en 86. Un de mes amis de jeunesse, qui était un montagnard, qui est toujours d'ailleurs un montagnard extrêmement connu, Jean Troyet, un montagnard valaisan, m'a demandé de l'accompagner dans une expédition qu'il avait montée à la face nord de l'Everest, du côté tibétain. Et là, je devais l'accompagner pour écrire, pour être correspondante des journaux suisses, etc. Et là, je me suis dit que j'aurais cette occasion-là une seule fois dans ma vie, pas 2, et donc j'ai tout largué. Avec Jean, donc j'ai été à cette expédition, et la découverte du Népal et du Tibet a changé ma vie. Et puis, quand je suis revenue, j'ai fait une tentative pour travailler, parce que je rêvais de ça dans le cinéma, mais là, je me suis complètement plantée. Et j'ai recommencé à voler, mais c'était plus du tout pareil. J'ai volé dans une compagnie de charter, j'ai détesté ça, et ça s'est très mal fini. Et là, j'ai arrêté de voler et j'ai fait du journalisme. Et pendant ce temps, j'ai rencontré des lamas, je suis devenue vraiment bouddhiste. Et donc, j'ai dit que, puisque j'avais tellement Katmandou, si on avait besoin de moi, j'étais prête à y aller. Et en 95, on m'a demandé de partir à Katmandou pour m'occuper de divers projets. Que là, j'ai épousé un homme qu'en fait je connaissais depuis l'adolescence, mais qui était un grand dogué. Et donc, j'ai revécu quelque chose d'absolument épouvantable pendant 5 ans. Oui. Donc, à partir de là, bizarrement, on s'est séparés et il est mort 2 ans après d'un cancer du pancréas, et juste avant que je parte au Népal. Juste avant que je parte au Népal. Et dans l'aviation, j'ai pas fait que l'aviation d'affaires, j'ai fait du vol acrobatique, des meetings aériens, j'ai participé à la guerre du Biafra, j'ai fait du vol de montagne, etc. D'abord pour aider à diriger une léproserie, mais le monsieur qui s'occupait de cette léproserie était, on peut dire, un peu un fou furieux. Et donc, ça n'a pas duré. Et on m'a demandé à ce moment-là de m'occuper d'une première clinique. Mais là, j'étais avec un lama qui était un homme très généreux, très bien, mais qui malheureusement s'est de plus en plus opposé au Dalai Lama, qui avait une des pratiques religieuses que le Dalai Lama désapprouve très très fermement. Et donc, je suis arrivée à un point où ça ne marchait plus du tout et où j'ai tout quitté. Et où je me suis dit que je ne pouvais plus non plus continuer à travailler dans cet environnement. Et c'est là que j'ai été demandé à Mathieu Ricard de m'aider, puisque lui était proche du Dalai Lama, etc. Et puis
Mathieu m'a beaucoup aidé, il m'a expliqué que j'avais bien fait de sortir de toute cette gabegie, et puis il m'a demandé de rencontrer l'abbé de son monastère, Raja Rinpoché, parce que Raja Rinpoché désirait créer une clinique. Et moi, je venais de gérer une clinique pendant 3 ans. Donc on a eu des discussions à 3, avec en plus une femme remarquable, Marilyn Silverstone, qui était nonne, qui était quelqu'un qui a eu une grande importance dans ma vie. On discutait, j'étais un peu quelqu'un qui donnait des conseils. Et puis un jour, ça a été très drôle parce que Rinpoche a dit quelque chose en tibétain, Mathieu s'est mis à traduire, puis Rinpoche a dit non, je vais le dire en anglais, et il m'a demandé de prendre le projet en main, de le gérer complètement. Donc j'ai conçu cette clinique, je l'ai fait construire, je l'ai mise en route et je l'ai gérée pendant 7 ans. La clinique est devenue à cette époque-là le lieu de rendez-vous de tous les mendiants du coin, et on a fait des programmes d'aide pour les femmes, et, ça a été la plus belle aventure de ma vie. À ce moment-là, j'étais de plus en plus dans le bouddhisme et j'ai senti commencer à poindre en moi l'envie de me faire ordonner. Mais c'est pas une petite chose de se faire ordonner. Moi, j'étais coquette, j'aimais les boucles d'oreilles, le parfum, j'avais des très belles tenues indiennes, tout ça, et j'aimais le bon vin. Les hommes, c'était fini depuis un certain temps. Raja Rinpoché m'avait déjà donné des vœux de célibat. Après tout ce qui m'était arrivé, je trouvais que bon, et je pouvais m'arrêter. Et puis surtout, c'est vrai que quand on renonce à la séduction, ça donne un espace immense. Ça change tous les rapports qu'on a avec les gens. Et puis grâce à des amis communs de Mathieu et moi, j'ai pu aller au Mind and Life Institute, à la réunion qui a eu lieu à Dharamsala en 2007. Et j'ai demandé à Mathieu, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de demander au Dalai Lama, qui est mon maître, qui m'a accepté comme disciple, quand je pourrais me faire ordonner par lui. Et je me souviens, parce que Mathieu m'a fait venir assez près du Dalai Lama, il lui a demandé, et sa sainteté avait un air très grave, et il hochait la tête en signe affirmatif, et je me suis dit, là, ça y est, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière, je vais devenir nonne. J'ai toujours été amateur de vin rouge, etc. Et quand je vais en Thaïlande, quand il fait chaud, la bière glacée, c'est très très bon. Et donc, j'ai été une semaine en Thaïlande, 10 jours en Thaïlande, pour être en pleine forme pour mon cours de préordination. Parce que pour se faire ordonner par sa sainteté, il faut suivre un cours préliminaire qui est très dur, qui se passe en hiver, à 2000 mètres, et c'est très très dur. Et puis je suis arrivée à Dharamsala en me disant, je vais boire ma dernière bière. Je suis rentrée dans ça. J'avais déjà des cheveux très courts, j'étais habillée en rouge. Je me suis installée dans un restaurant et j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais entourée de gens qui me considéraient déjà comme une nonne et qu'il n'était pas question de demander une bière. Donc j'ai pas eu ma dernière bière. Ça a été vraiment quelque chose de physiquement extrêmement dur. Il a fait un froid épouvantable et tout. Et puis la veille de l'ordination, notre maîtresse de cours, qui était une nonne espagnole, Sister Jotica, nous a fait descendre à MacLeod pour nous faire raser la tête. Et alors là, quand j'ai été assise dans le fauteuil du barbier et qu'il a commencé à me raser la tête, ça a été un moment pour moi, un moment extrêmement fort, parce que à partir du moment où on me rasait, il y avait un pas qui était franchi, qui était celui de la différence physique. Là, je changeais non seulement intérieurement, mais je changeais physiquement. Et puis il y a toujours une petite inquiétude, parce que j'ai toujours eu beaucoup de cheveux, donc je me demandais ce que j'allais découvrir en dessous de mes cheveux, mais heureusement ça a été. Je voudrais arriver à vraiment passer le plus clair de mon temps à pratiquer et à écrire. Il y aura toujours des obligations, j'ai des obligations vis-à-vis de mes fils, il n'est pas question que mes petits-enfants, et je tiens beaucoup à les voir, etc. Mais j'aimerais passer une importante partie de ma vie simplement, sans bouger, à écrire et à méditer. C'est mon but.